Hello les voyageurs! De retour d'un road trip d'un mois en 4x4 cellules dans les Balkans, je vous ai partagé mon aventure à travers une douzaine de vidéos. Pour conclure cette balade, je vous propose maintenant de faire le bilan de mon périple. Dans cette vidéo, je vais bien évidemment vous livrer mes impressions de voyage, vous dévoiler mes nombreux coups de cœur, mais aussi mes quelques déceptions. Je vais surtout vous donner une multitude de conseils qui vous seront bien utiles si vous envisagez de faire un voyage dans les Balkans. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous dévoilerai le budget détaillé de ce que m'a coûté ce road trip. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des réactions, laissez-les moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Alors, prêt pour cette vidéo bilan? Générique. Allez, quelques chiffres pour commencer. 1,44, c'est le prix moyen en euros que j'ai dépensé pour un litre de gasoil. 2, c'est le nombre de galères que j'ai dû surmonter. 9, c'est le nombre de nuits passées au camping durant ce voyage. 12,21, c'est la consommation moyenne en litres de gasoil que Bernie, ma machine à voyager, a consommé pour faire 100 km. 13, c'est le nombre de pleins de gasoil que j'ai fait durant la totalité de mon voyage. 14, c'est le nombre de postes frontières que j'ai traversés. 19,6, c'est la température moyenne journalière en degrés Celsius que j'ai eue durant mon séjour dans les Balkans. 27, c'est le nombre de jours que j'ai passé à sillonner les Balkans. 33, c'est le nombre total de jours qu'a duré ce road trip. 60, c'est le nombre de sites remarquables que j'ai visités. 84, c'est le nombre de sites que j'avais prévu de voir. 229, c'est la moyenne kilométrique journalière que j'ai passée derrière le volant de Bernie les jours où j'ai pris la route. 3934, c'est le nombre de kilomètres que j'ai parcouru dans les Balkans. 5733, c'est la distance totale parcourue en kilomètres pour réaliser ce road trip aller-retour depuis ma Lorraine natale. Ce road trip dans les Balkans, et plus particulièrement en Albanie, je l'ai préparé pendant un an. J'ai passé des heures derrière mon ordinateur à regarder des vidéos, à consulter des blogs, à me renseigner sur les choses à voir et à faire dans chaque pays traversé, à préparer Bernie, mon véhicule d'expédition, bref, à anticiper mon road trip dans les moindres détails. Pour ceux qui veulent savoir comment je m'y prends pour préparer un voyage, j'ai publié une vidéo spécifique intitulée 8 conseils pour bien préparer un road trip. Alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne. En plus des reportages sur les différents pays que j'ai déjà visités, vous y trouverez plein d'astuces et de tutos et de conseils utiles sur les voyages et la van life. La vaste zone géographique qui compose les Balkans profite d'influences climatiques variées, mais en gros, dans les Balkans, l'été est chaud et sec, et inversement, l'hiver est froid et pluvieux, surtout dans les zones montagneuses. Les meilleures périodes pour s'y rendre sont donc les saisons intermédiaires, que sont le printemps et l'automne. Comme il est possible hors saison touristique de bivouaquer sur les plages albanaises, je devais boucler mon tour de l'Albanie avant l'arrivée des touristes, soit avant début juin, et comme je souhaitais faire quelques pistes montagneuses dépassant les 1000 mètres d'altitude, je ne pouvais pas partir trop tôt au printemps, au risque de tomber sur des cols encore enneigés. J'ai donc décidé de voyager du 27 avril au 28 mai en évitant d'une part l'arrivée massive des touristes et d'autre part la neige sur les pistes d'altitude.
Si c'était à refaire, je choisirais les mêmes dates de voyage. Compte tenu du temps que j'avais devant moi, un mois de voyage c'est plutôt long, mais vu le nombre de choses que j'avais prévu de visiter, ce temps de voyage s'est avéré un peu trop juste, surtout que j'ai eu 2 galères, dont une plutôt chronophage. J'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Bref, mon temps de voyage étant limité, il m'a fallu faire des choix. Alors, j'ai décidé de ne pas trop m'attarder à visiter les villes, pour plutôt prendre le temps de découvrir les espaces naturels. J'ai rapidement traversé l'Allemagne, l'Autriche, puis bifurqué via le nord de l'Italie et le sud de la Slovénie pour faire une première étape à Kuterevo en Croatie, dans un refuge qui accueille des ours. 2 jours à partager la vie des volontaires qui font vivre ce refuge. Une expérience inoubliable et un premier coup de cœur. Ensuite, j'ai rapidement traversé la Croatie pour me rendre au Monténégro via la baie de Kotor. Le point de vue de Pavlona Strana, c'est l'un des plus beaux points de vue que j'ai pu voir dans ma vie. Alors, nouveau coup de cœur. J'entre en Albanie pour gagner les montagnes et évoluer sur les pistes mythiques de la vallée de Tef. Des paysages grandioses et un vrai coup de cœur. Puis je pars pour une croisière insolite sur le lac Koman, magique. On se croirait en Scandinavie. Cette mini-croisière restera pour moi le plus gros coup de cœur de ce périple. Ensuite, je découvre via les pistes montagneuses la très reculée vallée de Valbona. Une immersion en haute montagne qui me rappelle qu'il faut savoir rester humble face à la nature. Une belle leçon d'humilité et un gros coup de cœur. Puis, direction Tirana, une capitale à taille humaine qui vaut vraiment le coup d'être visitée. Une incursion très instructive à l'époque de l'Albanie communiste. Encore un coup de cœur. Puis je m'enfonce dans le pays à la découverte de canyons étroits et profonds, avant de regagner par les pistes le mont Tomor. Arrivé à Berat, la ville aux 1000 fenêtres. C'est très touristique, mais ça vaut la peine d'être visité. Puis je traverse la montagne par des pistes plutôt techniques. J'ai quelquefois serré les fesses, mais finalement, c'est passé crème. La piste était heureusement sèche et malgré les nombreux passages trialisants, j'ai quand même pu profiter des panoramas grandioses. Un coup de cœur pour la performance. Arrivé à proximité de Permette, je pique une tête dans des sources d'eau chaude. Un coup de cœur vraiment relaxant. Direction Gjirokastër, la ville aux 1000 escaliers. Encore une fois, c'est très touristique, mais ça vaut le coup. Retour sur la côte pour visiter des sites archéologiques. D'abord Butrint, puis Apollonia. Même si c'est hyper touristique, moi perso, j'ai adoré. Donc je mets un coup de cœur. Bon après, faut savoir que perso, j'ai vraiment un faible pour les vieilles pierres. Ensuite, je remonte le littoral albanais et là, je suis vraiment déçu. Rien de bien terrible, si ce n'est des constructions balnéaires à n'en plus finir. En même temps, il pleut à verse et la météo ne donne pas envie d'aller se baigner. Regret, j'aurais dû venir en Albanie il y a 30 ans, tout de suite après la chute du communisme, pour trouver un littoral encore vierge et préservé de l'impact touristique. Enfin bref, je me console en bivouaquant au pied de la dune de Shengjin, une curiosité géologique hors norme qui sera mon dernier coup de cœur albanais. Je retourne au Monténégro, direction les montagnes et le fameux parc national du Durmitor, un des plus beaux itinéraires à faire dans le pays. Malheureusement, il pleut à verse et les paysages réputés grandioses sont dissimulés par un épais brouillard.
Alors, changement de programme, j'écourte mon séjour au Monténégro pour aller en Bosnie-Herzégovine. Je vais voir ce qu'il reste des infrastructures des JO d'hiver de Sarajevo, puis j'emprunte une piste qui me conduit au bout du monde pour découvrir le village de Lukomir, un village bosniaque typique, tellement reculé qu'il a été épargné par la guerre d'ex-Yougoslavie. Un nouveau coup de cœur. Puis je traverse le plateau désertique de Livno à la recherche de ces chevaux sauvages et le parc de Luta, connu pour ses célèbres cascades. Amateur d'urbex, je retourne en Croatie pour explorer l'ancienne base militaire aérienne souterraine de Zeljava, un endroit vraiment insolite. Et un dernier coup de cœur. Il est temps maintenant pour moi de regagner ma Lorraine natale. Alors je prends le chemin du retour en traversant la Slovénie. Et là, à quelques kilomètres de la frontière autrichienne, Bernie, mon jusqu'ici fidèle destrier, tombe en panne. L'embrayage EHS, ce qui me vaut un arrêt forcé de 6 jours à attendre les pièces de rechange, et réparer Bernie pour que finalement, après 33 jours de voyage, je retrouve mon chez-moi. Vous pouvez visionner la douzaine de vidéos qui détaillent ce périple en cliquant sur le lien qui s'affiche quelque part ici sur l'écran. Vous pouvez aussi consulter le descriptif de cette vidéo et retrouver un lien spécifique pour chaque étape de mon road trip dans les Balkans avec des cartes animées pour chaque étape parcourue et les coordonnées GPS des principaux centres d'intérêt visités. Enfin bref, en parcourant en moyenne 229 km par jour, tout en faisant toutefois quelques pauses, j'ai pu voir 71% des choses que j'avais prévu de voir dans les Balkans. À refaire, je suivrai approximativement le même itinéraire en me donnant toutefois une marge de temps d'une semaine supplémentaire, histoire de pouvoir prendre un peu plus mon temps. Pour info, et avant que vous me le demandiez dans les commentaires, je n'ai pas de trace GPX de mon itinéraire. Désolé. Allez, maintenant qu'on a vu l'itinéraire, un petit point sur la météo. Sur mes 33 jours de voyage, j'ai pas vraiment eu de bol. Seulement 12 jours de soleil contre 15 jours de pluie et 6 jours nuageux. Au niveau des températures, que je relevais 2 fois par jour, le matin en bleu sur le graphique et en rouge pour le soir, j'ai eu au plus froid 5 degrés le 18 mai dans le parc national du Durmitor au Monténégro et au plus chaud 31 degrés le 2 mai à Cetinje, toujours au Monténégro. Dans l'ensemble et sur la durée de mon séjour dans les Balkans, il faisait en moyenne presque 20 degrés, une température largement supportable. Les routes principales et les autoroutes que j'ai empruntées durant mon périple sont dans leur majorité plutôt en bon état. Les routes secondaires sont étroites. Souvent en travaux, elles se transforment quelquefois en pistes qui restent néanmoins roulantes. Dans les montagnes, les pistes principales ont été élargies pour être bientôt goudronnées. Ces dernières sont très roulantes et peuvent être empruntées aisément et par temps sec par tout type de véhicule. Les pistes secondaires sont par contre étroites et relativement techniques. Elles nécessitent l'utilisation d'un véhicule tout-terrain et obligent à avoir un minimum d'expérience en conduite off-road. Beaucoup d'ornières, de dévers et de passages en croisement de pont. J'ai quelquefois serré les fesses, mais dans l'ensemble, c'est passé tranquille. Durant mon évolution sur ces pistes, je n'ai jamais vu de panneau d'interdiction de circulation. Je vous conseille cependant de demander conseil aux locaux qui connaissent bien ces pistes pour les emprunter quotidiennement. Ils vous diront si vous pouvez légalement, mais surtout physiquement, emprunter ces pistes. Quand je dis physiquement, je veux dire en tenant compte des capacités réelles de votre véhicule en fonction de son gabarit et des conditions climatiques du moment.
Si les locaux vous disent que ça passe, alors feu, vous pouvez y aller. Mais par contre, s'ils vous disent que non, croyez-les sur parole et faites demi-tour. C'est d'ailleurs ce que j'ai dû faire à 1 ou 2 reprises. Je sais, c'est frustrant, mais mieux vaut rebrousser chemin que d'abîmer la mécanique et vous mettre en danger. Dans ces moments-là, rappelez-vous ce vieil et sage adage qui dit que « qui veut aller loin ménage sa monture ». En ce qui concerne l'accès aux pistes, il est gratuit. Je n'ai jamais dû m'acquitter d'aucun droit d'accès aux pistes, sauf au Monténégro, pour traverser le parc national du Durmitor. De mémoire, j'ai dû payer 5 €. Pour ce qui est du prix à payer et des modalités de paiement pour emprunter les autoroutes, ça dépend du pays. En Italie, en Croatie ou en Bosnie, c'est comme en France. On prend un ticket et on paye le tronçon emprunté au péage. En Allemagne, les autoroutes sont gratuites, tout comme au Monténégro ou encore en Albanie. Pour ces 2 derniers pays, il faut savoir qu'il y a très peu, voire quasi pas d'autoroutes du tout. En Autriche et en Slovénie, vous devez acheter une vignette pour circuler légalement sur les autoroutes. De mémoire, j'ai payé respectivement 12 et 16 € la vignette que j'ai achetée dans les stations-service. En ce qui concerne les limitations de vitesse, là aussi, ça dépend des pays. Je vous mets un petit tableau comparatif, mais globalement, sachez que c'est 50 en ville, sauf en Autriche où c'est 30 et en Albanie où c'est 40. Hors agglomération, c'est entre 80 et 100. Ça dépend là aussi du pays. Sur autoroute, c'est entre 100 et 130. Je n'ai que très rarement croisé un véhicule de police et quasiment jamais vu de radar ni de contrôle routier. En qualité de ressortissant français et pour entrer dans chacun des pays qui constituent les Balkans, les formalités douanières sont en réalité très simples. J'ai présenté au douanier ma carte d'identité ou mon passeport valide. Aucun visa ne m'a été demandé. En ce qui concerne mon véhicule, j'ai présenté mon permis de conduire, la carte grise du véhicule et la carte verte d'assurance automobile. En ce qui concerne l'assurance, assurez-vous que le sigle du pays traversé est bien inscrit sur la carte verte. À défaut, vous pouvez souscrire un complément d'assurance à la frontière. Quand j'ai annoncé à mes proches que je partais faire un road trip pour explorer les Balkans et plus particulièrement l'Albanie, beaucoup m'ont demandé si ce n'était pas dangereux. Ils avaient en mémoire des préjugés tenaces, la guerre d'ex-Yougoslavie et ses terrains minés, les criminels de guerre encore en fuite, le trafic d'armes, de drogue ou de cigarettes, la mafia albanaise, la corruption et le bakchich, la délinquance, les agressions faites par les migrants, les pickpockets, les tensions ethniques. L'indice mondial de paix classe 163 pays selon leur qualité de sûreté et de sécurité. Lors de mon périple, le pays le moins sûr que j'ai traversé, c'est la France, qui se trouve à la 74e place du classement, loin derrière les pays qui constituent les Balkans, réputés pourtant dangereux dans notre mémoire collective. Bref, et même s'il est vrai que beaucoup de personnes sont encore aujourd'hui armées dans les Balkans, je n'ai jamais eu le sentiment d'être en insécurité. Que ce soit isolé sur les petites pistes de montagne ou évoluant au milieu de la foule sur le littoral touristique, les locaux sont dans l'ensemble très prévenants envers les touristes. Si je ne devais retenir qu'un mot pour décrire la mentalité des habitants des Balkans, ce serait l'hospitalité. Ce n'est donc pas des gens dont il faut se méfier, mais plutôt des animaux. En particulier les chiens errants qui pullulent sur les plages, les chiens qui gardent les troupeaux de chèvres dans les campagnes et les ours si vous évoluez en forêt. Le camping sauvage est théoriquement interdit dans les Balkans, sauf en Albanie. En réalité,
il existe une certaine tolérance si vous savez rester discret sans déballer table, chaise, auvent, tente de toit ou toit relevable. Cependant, en Slovénie et en Croatie, il est formellement interdit de dormir dans son véhicule en dehors des places prévues à cet effet, c'est-à-dire les campings, souvent fermés en dehors des périodes estivales, et les aires de stationnement pour camping-cars, malheureusement trop peu nombreuses. Attention, dans ces deux pays, la délation est coutumière, les contrôles sont fréquents et les amendes sont salées. Moralité, mieux vaut bivouaquer à l'abri des regards en suivant le bon vieil adage qui dit « pas vu, pas pris ». C'est l'un des road trips où j'ai le plus bivouaqué en camping. En tout, j'en ai fait 9. Les tarifs sont souvent trop chers pour ce qu'ils proposent, en moyenne et de mémoire aux alentours de 17 € la nuitée, avec accès gratuit au sanitaire, mais branchement électrique à payer en sus. Le Wi-Fi, quand il existe, y est en général de mauvaise qualité et il y a peu ou pas de service de proposer. Personnellement, ça ne me gêne aucunement, vu que Bernie, mon compagnon de voyage à 4 roues motrices, me permet de voyager en quasi totale autonomie. Je produis mon électricité via un panneau solaire et l'alternateur du 4x4 et je filtre l'eau que je consomme après l'avoir prélevée dans des lacs ou des rivières. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à visionner la vidéo 24 tours que j'ai publiée sur ma chaîne et dans laquelle je vous présente en détail mon véhicule d'expédition. Bref, je bivouaque généralement en toute discrétion en pleine nature, loin des axes de circulation et des habitations. C'est l'un des nombreux avantages de voyager en 4x4. On peut aisément accéder à des endroits reculés. Mais attention, dans les Balkans, je vous déconseille de sortir des chemins balisés, car il existe malheureusement encore aujourd'hui beaucoup de zones qui n'ont pas été déminées à l'issue des guerres d'ex-Yougoslavie. Mais rassurez-vous, si une zone n'est pas sûre, c'est généralement indiqué par un panneau. Toujours en parlant de bivouac en pleine nature, méfiez-vous des animaux et en particulier des chiens. La règle est simple, ne jamais laisser vos poubelles à l'extérieur du véhicule pour ne pas les attirer et tenez-vous à bonne distance des troupeaux. Concernant l'élimination des déchets, on trouve facilement des poubelles dans chaque agglomération. Concernant le prix du stationnement dans les Balkans, c'est plutôt correct, même dans les zones touristiques. Pour tout traveler qui se respecte, le carburant, c'est le nerf de la guerre. Sans carburant, pas de road trip. S'approvisionner en carburant dans les Balkans ne pose aucun problème. On y trouve du gasoil, de l'essence et du GPL. À noter que je n'ai jamais vu de pompe proposant de l'éthanol. Bernie, mon fidèle destrier, carbure au gasoil. J'en ai trouvé facilement, sauf dans les régions reculées. Consommant en moyenne un peu plus d'une douzaine de litres au 100, je refais systématiquement l'appoint en gasoil quand je suis à mi-plein. Comme ça, je suis tranquille. Au besoin, j'ai toujours un jerrycan de secours de 20 litres de gasoil au cas où. Mais sur ce road trip dans les Balkans, je n'ai pas eu à utiliser cette réserve. Au niveau du tarif du gasoil, les prix diffèrent fortement selon les pays traversés. L'Albanie reste le pays le plus cher, alors je vous conseille de faire le plein au Monténégro voisin avant d'entrer en Albanie. Le tarif du gasoil le moins cher, je l'ai eu en Bosnie-Herzégovine. Pour parcourir les 5733 km nécessaires pour boucler ce road trip, j'ai dû faire 13 fois le plein de mon véhicule à un tarif moyen de 1,44 € le litre de gasoil. Pour ce qui est du gaz que j'utilise pour cuisiner et me chauffer, je suis parti sans trop me poser de questions avec mes 2 bouteilles de propane. N'ayant mis en marche mon chauffage qu'à 2 reprises, je n'ai finalement consommé que peu de gaz. De manière générale, le coût de la vie dans les Balkans est bien moins cher qu'en France, surtout en Bosnie-Herzégovine, au Monténégro et en Albanie.
J'ai effectué quasi uniquement mes ravitaillements en denrées alimentaires en petite surface ou sur les marchés. Il y en a partout. Les magasins ouvrent après 8 heures et ferment généralement avant 20 heures, sauf le samedi où ils ferment en début d'après-midi. Le dimanche, tout est fermé. Dans ces magasins, on y trouve tout, essentiellement des denrées alimentaires. Aucune restriction pour y acheter de l'alcool. Je suis allé régulièrement au restaurant pour goûter la cuisine locale. Les tarifs y étaient plus que corrects. J'ai ainsi pu découvrir quelques spécialités balkaniques dont les noms sont souvent imprononçables, souvent des plats riches en viande et mijotés pendant des heures en potée, des brochettes de viande et de poivrons grillés, des paupiettes de choux, bref, que des bonnes choses, sans oublier le fameux kremšnita slovène, pour moi, le meilleur gâteau du monde. Moment que vous attendez tous, je vais vous donner maintenant le budget que j'ai alloué à ce périple de 5733 km à sillonner durant 33 jours les Balkans. Comme vous vous en doutez, le poste de dépense le plus important pour ce road trip a été bien évidemment les frais de route. 1030 € de gasoil, auxquels s'ajoutent 220 € de péage et de vignettes d'autoroute et une quinzaine d'euros de parking, essentiellement aux abords des grands sites touristiques. À noter que j'inclus dans ce poste de dépense le prix de la traversée en ferry sur le lac Koman en Albanie, soit 112 €. C'est cher, mais franchement, ça vaut le coup. Alors ne vous en privez pas. Bref, on arrive à un total de 1265 € rien que pour les frais de route, en fait 61% de mon budget total. Le deuxième poste de dépense le plus élevé concerne l'alimentation. 304 € de resto, une bonne vingtaine en tout, et oui, je ne me suis pas privé, et 177 € d'achat de denrées alimentaires. Un total de 480 € pour les frais alimentaires, soit 23% du budget total. Ensuite viennent les frais d'hébergement, c'est-à-dire 9 nuitées de camping, pour un total de 152 €, soit 7% du budget global. À noter que la nuitée la moins chère, je l'ai passée en Albanie pour 5 € et la plus chère au Monténégro pour 25,50 €, soit en moyenne 16,85 € pour une nuit passée dans un camping pour une personne, plus un véhicule sans aucun branchement électrique. Pour les sorties culturelles, essentiellement 13 entrées payantes dans des musées ou des sites archéologiques sur les 60 lieux que j'ai visités, ça m'a coûté 68 €, soit 3% de mon budget voyage. L'entrée la moins chère était de 1 €, la plus chère de 10 €, soit en moyenne 5,20 € la visite payante. Dernier poste de dépense un peu fourre-tout, les achats divers. En fait, tout ce qui n'est pas classé dans les rubriques déjà citées et en réalité essentiellement quelques souvenirs de voyage. 122 €, soit 6% de mon budget total. En définitive, ce road trip de 5733 km à traverser les Balkans en 33 jours me sera revenu, frais bancaires et commissions de chance compris, à 2088 € pour un coût journalier de voyage de 58 € en moyenne. J'aurais pu drastiquement diminuer ce budget en évitant d'aller manger au restaurant, de séjourner en camping, en zappant les entrées payantes dans les musées ou encore en ne ramenant à la maison aucun souvenir. Mais bon, en même temps, c'était les vacances. Petite aparté, pour gérer mon budget lorsque je voyage, j'utilise l'application TravelSpend en version gratuite. C'est simple, complet, intuitif et fluide. En plus, la conversion en euros des dépenses payées avec les monnaies locales des pays traversés est très pratique et les graphiques d'analyse sont clairs et parlants. Pour info, j'ai aucun partenariat avec cette application. Je vous donne simplement l'astuce, c'est cadeau. Pour en revenir au coût réel de mon voyage dans les Balkans, et pour être complètement transparent avec vous, j'ai volontairement omis d'inclure dans mon calcul le prix que m'a coûté 2 mes aventures.
Souvenez-vous, en début de vidéo, je vous ai dit que j'avais eu 2 galères. Et ces 2 galères m'ont coûté pas mal d'argent. La première, et pour ceux qui ont suivi le début de mon aventure balkanique sur ma chaîne s'en souviennent forcément. C'est mon accrochage avec une grosse BM alors que je traversais la baie de Kotor au Monténégro. J'ai littéralement explosé le rétro d'un X6 que j'ai croisé sur une route étroite. N'étant plus en Europe, et pour éviter des tracas interminables avec la police et les assurances, j'ai dû négocier à l'amiable avec le conducteur de la BM, le remplacement du rétro en question. Bref, ça m'a coûté 450 € et presque épuisé d'un seul coup mon stock d'argent liquide. La deuxième galère, c'est la survenue d'une panne d'embrayage sur l'autoroute slovène lors de mon trajet retour. Résultat, 6 jours d'immobilisation du véhicule en Slovénie, le temps d'attendre les pièces de rechange et de faire le remplacement. J'ai eu du bol, car je suis tombé sur des mécanos honnêtes et consciencieux. J'ai pu partager leur quotidien de mécanicien et lier de vraies amitiés. Cette deuxième galère m'a coûté 1114 €, mais Bernie, ma machine à voyager, est reparti de Slovénie avec un embrayage tout neuf. Je n'ai volontairement pas ajouté le coût de ces 2 galères au budget global de mon road trip de manière à ce que celui-ci reste cohérent. Mais comme c'est une vidéo bilan, je ne pouvais pas ne pas vous parler de ces 2 mésaventures. Enfin bref, sachez que les galères mécaniques, ça fait partie des aléas d'un road trip quand on voyage à bord d'un véhicule, même si ce dernier est bien entretenu. Vu le bilan que je viens de vous dresser, ce road trip d'1 mois à sillonner les routes des Balkans a été pour moi un périple fabuleux qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. Donc, et pour conclure, je ne peux que vous inviter à visiter les Balkans. Si vous avez aimé cette vidéo bilan, merci de la liker, de la commenter et de la partager. C'est bon pour le référencement de ma chaîne et ça m'aidera à continuer à vous proposer des contenus de la sorte. Si vous souhaitez découvrir d'autres de mes road trips ou des tutos sur ma van life, abonnez-vous à ma chaîne sans oublier d'activer la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications. Alors, en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.